La chaîne du Haut-Atlas marocain, avec ses montagnes, qui par endroits dépasse 4000 mètres d'altitude. Nous sommes ici à Loukaïmden, à 55 km au sud de la ville impériale Marrakech. Depuis la préhistoire, l'homme semble avoir vécu sur ses hauteurs d'après des gravures qu'il a laissées sur la pierre et qui datent de 2 millénaires avant notre ère. Au début des années 50, ce site fut déclaré d'utilité publique par les autorités du protectorat français et allait servir à fonder un village hivernal et une station de ski. Les antiques occupants de la place devraient déguerpir pour installer leurs habitations ailleurs. Loukaïmden est d'abord un parcours d'été, connu localement sous l'appellation d'Agdel Loukaïmden. Depuis des temps immémoriaux, il est fréquenté par des pasteurs transhumants habitant les vallées voisines. Nous sommes le 9 août 1988, à la veille de l'arrivée des transhumants. Déjà quelques-uns sont là. Des membres de la famille devancent les autres pour apporter les touches nécessaires aux habitations abandonnées depuis la dernière transhumance, reconstruire ce que la pluie et la neige ont détruit. Certains profitent de leur présence pour couper un peu d'herbe, ce qui constitue une violation de la réglementation traditionnelle du parcours. L'usage de l'Agdel est soumis à une réglementation stricte. Chaque année, l'Agdel est fermé le 15 mars du calendrier julien et solennellement ouvert le 10 août. Les enclos de transhumance sont appelés l'azib. Plusieurs enclos forment un campement occupé par un groupe ethnique. Mais l'enclos est considéré comme la propriété privée de la famille. Après la fission de la famille, le plus souvent l'azib demeure en indivision. Les dimensions des bergeries peuvent s'élargir ou se rétrécir suivant la taille du troupeau. Mais en général, le réaménagement de l'enclos est l'occasion de gagner chaque année quelques dizaines de centimètres sur le territoire du campement ethnique. À la fin de la journée, nous apercevons à la frontière du parcours l'arrivée des premiers troupeaux. Là, sur ces terres rocailleuses, le bétail est autorisé à brouter à sa guise. Tout l'effort des bergers sera employé à garder les bêtes à une distance respectueuse du parcours encore interdit. Quelques transhumants des vallées situées à plus d'une demi-journée de marche préfèrent passer la nuit sur ce lieu de rassemblement annuel à proximité de l'Agdel. On appelle cette nuit passée à la Belle Étoile la nuit de Arafat, par analogie au stationnement des pèlerins à la Mecque dans la montagne Arafat. Le 10 août, à 6 heures du matin, nous sommes sur le col de Tizreg, l'une des entrées principales de l'Agdel Loukaïmden. Tout est calme. On attend le moment d'ouverture. Avant le désarmement des populations de la montagne, le signal d'entrée était donné par tir de fusil. Les transhumants attendent l'apparition des premiers rayons de soleil. En bas du col,
les troupeaux de la veille sont rejoints par le reste des troupeaux qui très tôt à l'aube ont quitté les villages. Tous attendent le moment solennel. Les mulets sont les locomotives de la montagne. Adaptés aux sentiers difficiles, on les surcharge d'ustensiles de cuisine, de sacs de farine et de tout ce qui est nécessaire à la famille durant son séjour, en plus du transport des humains. 2 ou 3 semaines avant la montée des transhumants, tout un travail préparatoire est à la charge des femmes qui doivent nettoyer les grains, les moudre et les mettre dans des sacs. Pour entrer dans l'Agdel, un ordre de procession est respecté. À l'exception des mulets chargés de lourds fardeaux, la priorité est donnée aux vaches sous la conduite des femmes. Ici aussi, on se montre courtois envers les femmes en leur livrant le passage. En fait, c'est parce qu'elles conduisent des vaches qui empruntent des sentiers, contrairement aux chèvres et brebis qui avancent en masse et sont plus familières avec la pente. Pour escalader la pente, les femmes comptent certainement sur leur force, mais également sur leur foi. Elles se rendent à l'Okeimden comme à un pèlerinage. L'Agdel d'Okeimden, qui est sous le patronage d'un saint local, vénéré par la tribu Riraya, est considéré comme une terre sainte. On l'appelle d'ailleurs Agdel Sidifers. L'herbe de cette terre bénite va bénir les troupeaux. Les femmes veillent à ce que leurs vaches effectuent le déplacement à l'Okeimden. Une femme possède une vache ou 2, mais ramène le plus souvent les vaches d'une voisine ou parente empêchée de venir. La femme en transhumance va traire toutes les vaches et garder le beurre extrait, séparé pour le remettre au retour au propriétaire des vaches sous sa garde, ou bien le garder suivant les arrangements conclus entre elles. L'important est que toutes les vaches de la communauté puissent goûter à l'herbe de l'Agdel. Parmi les rites de moins en moins respectés qui accompagnent l'installation des transhumants, le rite d'Isgar. Dans la croyance des éleveurs, ni les effets, ni les hommes ne doivent franchir le seuil de l'Azib avant l'accomplissement du rite destiné à apaiser les esprits qui hantaient les lieux durant leur absence. De même, ils s'interdisent d'allumer le feu pendant les 3 premiers jours, comme le sabbat dans la tradition judaïque. Les familles se contentaient de consommer des repas froids, ramenés de leur maison et préparés à l'avance. Les vieux nostalgiques de ce bon vieux temps ne cessent de pester contre les jeunes générations.
pervertis par l'école et irrespectueux des traditions ancestrales. Dès le premier jour, déclament-ils, ils consomment des légumes fraîches et allument le feu pour préparer leur tagine. Ils ajoutent presque à contre-cœur, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est leur époque. Tradition ou non, les femmes doivent préparer à manger à ce qui depuis l'ouverture de l'Agdel ont le dos courbé à la tâche. Dès leur entrée, les transhumants, sans distinction d'âge ou de sexe, envahissent les parties herbacées de l'Agdel. La mise en défense de 5 mois a permis à l'herbe d'arriver à maturité et atteindre des hauteurs importantes. Les quantités d'herbes coupées par chaque famille dépendent du nombre de bras de travail et des moyens de transport dont la famille dispose. Mais la coupe de l'herbe n'anime pas de véritable compétition entre les membres du groupe. Personne ne se précipite, on prend son temps, on s'amuse. Le bétail broute ce qui reste à ras de terre. Ainsi, en coupant l'herbe, on évite qu'elle ne soit piétinée par les bovins, ce qui constitue un gâchis. L'herbe coupée, constituée en tas, sera transportée à dos de mulets ou de femmes près des enclos pour y être stockée. Le soir, les femmes puisent une brassée ou deux de leur stock qu'elles déposent devant les vaches au moment de la traite. Le stock sert également à nourrir les velles et taurillons que les femmes se gardent de lâcher en liberté sur le parcours. Tous les membres de la famille prennent part aux tâches quotidiennes avec cependant une division sommaire du travail. Pour transhumer, le groupe familial idéal se compose d'une femme pour les tâches domestiques et la traite des vaches, une fillette pour alimenter la maisonnette en eau potable et combustible, enfin un berger pour conduire les chèvres et brebis sur les versants de montagne. Le chef du foyer est aussi de la partie. Il supervise. Et chaque fois que les provisions viennent à manquer, il s'absente un jour ou deux pour les chercher. C'est également l'occasion pour le pater de rendre visite aux autres membres du foyer restés au village près des cultures. La transhumance est tributaire de cette navette entre l'habitat principal dans la vallée et l'azib de l'alpage. L'élevage bovin est la spécialité des femmes. La vache est entourée de soins particuliers et de précautions mêlées de superstitions. Le beurre extrait du lait du premier jour servira à la préparation d'un repas à base de farine d'orge grillée, consommé collectivement par les femmes près d'une pierre sacrée, dite la pierre Aïkou. Le mélange des bovins sur l'Agdel facilite les saillies. Ici, le ratio de géniteurs est très faible. On taquine les femmes dont la vache ne reviennent pas pleine au village d'avoir triché sur le beurre offert au repas commun consommé près de la pierre sacrée. Mais l'esprit de solidarité manque chez certaines qui attachent leurs géniteurs pour leur éviter une grande dépense d'énergie. La montée des transhumants est l'occasion de réjouissances collectives.
Un petit marché est improvisé. Les marchands installent leurs tentes pour une journée ou deux et proposent aux transhumants quelques produits et services. À la fin de la journée, les troupeaux regagnent leurs enclos. Quotidiennement, les bergers conduisent les troupeaux sur les pentes de versants de la petite vallée de Lukemden. Les bergers s'organisent entre eux. Ils forment de leur bétail un gros troupeau qu'ils gardent à tour de rôle. Cela leur permet d'avoir du temps libre pour se divertir. Comme pour les vaches, on ramène les brebis et chèvres de son voisin ou parent, ou bien on se met à plusieurs et l'on partage les frais occasionnés par le séjour. Ainsi, même si tous les membres du groupe ne transhument pas, leur bétail effectue le déplacement. Tous les matins que le bon Dieu fera, le berger accomplira ce même geste pour faire sortir le troupeau et le conduire à la recherche de sa nourriture. Exceptionnellement, le deuxième jour, les bergers garderont leur troupeau près des campements. Le deuxième jour de la montée des transhumants est consacré à une fête intertribale célébrée par deux tribus, Riraya et Urika, près de la source de Sidi Fers. Vers 10 heures du matin, les premiers fêtards commencent à arriver. Ce sont les membres de la famille restés au village qui rejoignent les leurs pour participer à la fête collective. On arrive à pied ou à dos du mulet. La situation du parcours près de la station du ski rend les azibs également accessibles par les moyens de transport modernes. La fête collective aura lieu dans l'après-midi. Le lieu traditionnel de la fête est situé près d'une source qui porte le nom du saint, comme si tous les faits collectifs n'ont pour fin que d'honorer le saint et lui rendre hommage pour la protection et la prospérité qu'il assure au bétail. La Houesh est le moment le plus émouvant de la fête que les jeunes des deux sexes attendent avec impatience. Cette année, malheureusement, et contrairement aux années précédentes, les hommes taperont jusqu'à l'épuisement sur leur tambourine sans réussir à convaincre les jeunes filles à se joindre à eux pour animer la danse.
De guerre là, il déclare forfait. Sans doute que l'intrusion de notre caméra en était la cause. En tout cas, les jeunes rentreront ce soir frustrés d'un plaisir sans égal. Ils devaient par la suite nous affirmer que la danse sans les filles n'en est pas une. À chacun ses lieux de prédilection. La source de ces diverses connaît une influence, surtout de femmes qui viennent boire et se laver à ces eaux bénites. Les vertus de la source sont innombrables. C'est là où les femmes se débarrassent de la poisse en accrochant des morceaux d'étoffe. Elles se purifient à ces eaux et en boivent des quantités pour garantir leur fécondité. La fête est l'occasion de nouer des amitiés. Les services des travaux publics mettent en marche le télésiège, ce qui permet aux jeunes de jouir de temps de randonnée aérienne. La fête d'ouverture de l'Agdel d'Oquimden s'achève à la fin de la journée. Tout ce beau monde devrait se séparer en se donnant rendez-vous dans 2 semaines à la même place pour célébrer une seconde fête.